Que ce soit à l'école, aux informations ou dans un épisode des experts, on a déjà tous entendu le mot cellule. Des cellules souches, des cellules nerveuses, des cellules cardiaques, des cellules de peau, ou alors les fameuses cellules reproductrices. Mais au final, qu'est-ce que c'est qu'une cellule et où est-ce qu'on va trouver des cellules? On va voir ça maintenant. Pour commencer, il faut savoir que tous les êtres vivants à la surface de notre planète sont constitués de cellules. Certains êtres vivants ne sont constitués que d'une seule cellule. Par exemple, Escherichia coli, qui est une bactérie qui vit dans notre intestin et qui compose la majorité de notre caca. Saccharomyces cerevisiae, qui est la levure du boulanger, ou encore les eugènes que l'on classe parmi les algues microscopiques. Dans ce cas-là, on parle d'organismes unicellulaires. Et quand les cellules se regroupent entre elles pour former un être vivant un peu plus complexe, on dit qu'il est pluricellulaire. Mais qu'elle soit seule ou faisant partie d'un ensemble, une cellule est constituée d'une membrane qui la délimite, d'un milieu interne que l'on appelle le cytoplasme et d'un noyau qui contient l'ADN, l'information génétique. Donc, que l'on prenne un micro-organisme, un végétal ou un animal, leurs cellules sont composées de ces trois structures, membrane, cytoplasme, noyau. Bah pas du tout, parce que notre bactérie tout à l'heure, on a beau chercher, il n'y a pas de noyau. Donc c'est peut-être pas si simple que ça en fait. En réalité, on peut classer les cellules dans deux catégories. Les cellules prokaryotes, tout d'abord, sont des petites cellules qui dépassent rarement les quelques microns et qui ne possèdent pas de noyau. Donc l'ADN est libre à l'intérieur du cytoplasme. On les oppose aux cellules dites eucaryotes qui possèdent un noyau, sont les cellules qui sont généralement plus complexes, plus grosses, dont la taille tourne aux alentours de 100 microns. Et il y a tout un tas d'organites qui baignent dans le cytoplasme. Les organites, ça vous dit rien? Les organites sont des structures spécialisées, entourées d'une membrane et qui baignent dans le cytoplasme. Et à part quelques exceptions, on ne les retrouve que chez les cellules eucaryotes. Pour commencer, le noyau, c'est un organite. Il est composé d'une membrane nucléaire qui lui permet d'enfermer l'ADN. Et la plupart du temps, c'est même lui le plus gros des organites de la cellule. Vient ensuite le RER pour réticulum endoplasmique rugueux. C'est une structure qui la plupart du temps est collée au noyau et qui permet la production des protéines. Et juste à côté du RER, on a l'appareil de Golgi qui lui va permettre la modification des protéines une fois qu'elles sont fabriquées. Qui dit RER dit REL pour réticulum endoplasmique lisse. C'est une structure qui permet la synthèse des lipides membranaires, des hormones stéroïdiennes et dans certaines cellules, il est surdéveloppé pour pouvoir stocker le calcium. Certaines cellules présentent une ou plusieurs vacuoles. Ce sont de grandes poches qui permettent de stocker de l'eau et tout un tas de substances comme des sucres, des ions ou des pigments. Le lysosome, c'est une petite vésicule qui est dérivée de l'appareil de Golgi. Il accueille tout un tas d'enzymes qui permettent à la cellule de dégrader les protéines, les organites âgés et qui participent même à l'élimination d'éléments étrangers. Le plus dangereux de tous les organites, c'est à coup sûr le peroxysome. Alors pas dangereux en soi, mais tout simplement parce qu'il contient du peroxyde d'hydrogène, qu'on appelle aussi de l'eau oxygénée. Et s'il était amené à se répandre dans la cellule, dangereux, ok, mais très utile, puisqu'il permet de métaboliser certains acides gras et dans le foie, il joue un rôle majeur dans la détoxification de l'alcool. Et pour finir, mes deux préférés, la mitochondrie et le chloroplaste. Ils ne mesurent que quelques microns et ont pourtant un rôle primordial pour la cellule, puisqu'ils sont le siège de la production d'énergie. Alors attention, les mitochondries sont présentes chez toutes les cellules eucaryotes. Elles ont la particularité de ne pas présenter une, mais bien deux membranes, et elles accueillent dans leur milieu interne une batterie de protéines qui permet la respiration cellulaire. Pour ceux qui ont oublié ce que c'était que la respiration cellulaire, petit cours de rattrapage. C'est une réaction chimique au cours de laquelle le glucose et le dioxygène vont réagir ensemble pour produire de l'énergie, de la chaleur et des déchets. Et on finit avec les chloroplastes qui ne sont eux présents que chez les végétaux. Ils ont une forme qui est généralement plus grande et plus complexe que les mitochondries et ils sont le siège de la photosynthèse. Pour ceux qui ont la mémoire courte, la photosynthèse c'est la réaction chimique qui permet de fabriquer de la matière organique à partir du dioxyde de carbone et de la lumière. Petite particularité à ces organites, ils possèdent leur propre ADN. On a donc deux organites qui mesurent quelques microns, sont entourés d'une double membrane et qui possèdent leur propre ADN. Ça ne vous rappelle rien? Eh bien oui,
La mitochondrie et le chloroplaste ressemblent en tout point à une cellule prokaryote. C'est un petit peu comme si ces cellules eucaryotes avaient essayé de manger ces mitochondries et ces chloroplastes, mais elles les avaient mal digérées. La première indigestion est datée entre 1,5 et 1,2 milliard d'années. C'est donc à cette époque que nos cellules ont gagné leur première mitochondrie. Et c'est à peu près il y a 1 milliard d'années que le chloroplaste a été avalé de travers, donnant naissance aux ancêtres des végétaux. Donc, tous les êtres vivants sont composés d'une ou plusieurs cellules, que l'on peut classer dans deux catégories, les prokaryotes qui n'ont pas de noyau et les eucaryotes qui en possèdent un, ainsi que plusieurs organites. On peut citer les réticulums endoplasmiques, l'appareil de Golgi, la vacuole, le lysosome ou encore le peroxysome. Sans oublier bien sûr les mitochondries et les chloroplastes, qui sont des cellules prokaryotes assimilées il y a plusieurs millions d'années. Tous ces arguments sont en faveur d'une origine commune des êtres vivants. Voilà, ce premier épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille ce tout petit livre de chevet, La biologie moléculaire de la cellule. Et je vous laisse avec une citation de Lucien Cuénaud qui a dit un jour « Rien n'est vivant dans une cellule sauf l'ensemble ». À bientôt.